500 cmមកទៀតហើយលុយវាមានទៀតហើយខ្ញុំទៅ Des contreforts est de l'Himalaya naît un fleuve tumultueux, le Langkangjiang, parcourt la province chinoise du Yunnan de l'ouest vers le sud, avant d'irriguer et de nourrir les pays indo-chinois, la Birmanie très peu, la Thaïlande sur sa bordure est, mais surtout le Laos et le Cambodge, dans leur axe majeur, sans oublier une grande part du Vietnam dans son delta. Pour les Européens, le delta du Mékong était connu depuis longtemps, mais il fallut la curiosité du naturaliste Henri Mouhot, puis une expédition française de 1866 à 1868 pour remonter jusqu'en Chine, au plus proche de sa source, que le russe Kozlov précisera plus tard en 1900. Au Laos, le fleuve-mer zigzague dans les biefs abrupts, entouré de forêts primaires luxuriantes. Puis, il fait frontière entre Laos et Thaïlande, avant les plaines cambodgiennes, incluant l'extraordinaire Tonlé Sap, puis le delta vietnamien. 10e plus grand fleuve du monde, le Mékong est le premier en diversité d'espèces. Champion du monde de la biodiversité d'eau douce. Champion du monde pour la fourniture de protéines à ses populations. Mais pour combien de temps encore ? Car développement rapide et changement climatique exercent leurs actualités et leurs perspectives pressantes et peut-être menaçantes. Dans les sous-bois feutrés des forêts primaires surgissent les eaux des affluents du Mékong, le fleuve-mer de la péninsule indo-chinoise. Dans cette zone amont, nombreuses sont les chutes. Les rivières et le fleuve y parlent fort, très fort même. Il n'y a pas à répondre, seulement recevoir les brumes et les décibels, les exaltations, les vagues d'émotions éparpillées puis rassemblées entre les murs de roche, puis dans les courants déterminés et puissamment dirigés vers l'aval de leur destin et de nos désirs. Janvier 2017. En simple citoyen, formé à la connaissance des fleuves et attentif au devenir de nos sociétés, je survole les paysages, les villes, de Luang Prabang à Phnom Penh, accompagné par les flots du Mékong et de ses affluents, dont dépend la vie des populations intimement liées à leurs fleuves. Le long de ce parcours, je prends note des projets et des enjeux de plus en plus pressants, tout au long de ce bassin fluvial international. Mon aperçu du plus grand fleuve de la péninsule indo-chinoise est bien entendu incomplet, comme la commission internationale qui le gère. Car comme une évidence pour la région, tout commence chez le puissant voisin chinois, absent dans ce reportage comme dans la Mekong River Commission, et qui, avec ses 20 000 km de frontières, est le gigantesque voisin de 29 pays. Absent mais continuellement présent,
car en amont, entre les plateaux tibétains et le Laos, le Mékong traverse le Yunnan chinois sur plus de 2000 km, c'est-à-dire près de la moitié de sa longueur totale. Depuis une quinzaine d'années, la Chine a construit et construit encore plusieurs barrages sur le cours du fleuve, se passant des financements internationaux et des avis de ses voisins, pays riverains en aval, mais aussi des habitants de ses propres villages déplacés. 14 barrages constituent ce que l'on appelle la cascade hydroélectrique du Yunnan. Le premier pays totalement dépendant du Mékong est le Laos. Tout au long de son territoire allongé, le Laos est empreint par le grand fleuve, telle une colonne vertébrale du pays, dont le bassin versant couvre 88% de sa superficie. La mer des eaux y dicte les conditions d'abondance ou de survie selon les situations. Quand le Mékong entre au Laos, les études scientifiques montrent que les sédiments sont déjà réduits de moitié et le rythme de l'hydrologie s'est artificialisé. Or, comme dans tous les fleuves, les apports sédimentaires contribuent chaque année et à long terme aux richesses des pays d'aval, fertilisant les terres et structurant le delta. Car comme l'écrit Georges Grolier dans son ouvrage Eau et lumière du Mékong, les eaux, en se retirant, laissent une vase alluvionnaire pâteuse, extrêmement fine et pure, faite aux 3/4 d'argile. Marchant sur elle, j'ai la notion puissante de marcher vraiment sur le pays, de m'enfoncer jusqu'au mollet dans son essence, où se mêlent la roche et l'eau de source. Tout le Cambodge est fait de cette vase voyageuse, arrachée à d'autres pays. Le matin, en certains endroits impollués des rives les plus sauvages, cette argile de potier garde les empreintes des dernières caresses que le fleuve lui fit en se retirant. Et aujourd'hui, dans la foulée de la Chine, et malgré l'opposition du Vietnam et du Cambodge, le Laos mise son développement économique et social sur l'exploitation du potentiel hydroélectrique de la mer des eaux, pour satisfaire la demande de son voisin thaïlandais en développement rapide et aux climatiseurs gourmands. Le Mékong est ainsi le fleuve connaissant aujourd'hui le plus fort taux de construction de barrages au monde. Luang Prabang, capitale d'un monde ancien à taille humaine. Tout est calme et serein le long de la double vallée du Mékong lui-même et de la Nam Khan, son affluent rejoignant le grand fleuve à la pointe nord de la ville. C'est ici qu'Henri Mouhot, qui révéla à l'Europe les majestueux temples d'Angkor et la riche nature du Laos, posera ses derniers bagages en 1861, succombant à la fièvre jaune à l'âge de 35 ans. Témoin de la pulsation saisonnière des hauteurs d'eau et des débits du fleuve, des ponts intermittents permettent de franchir la rivière lors de la saison sèche. Les écarts saisonniers sont très nets. De 4000 m3/s pendant la saison sèche, le Mékong roule jusqu'à 40 000 m3/s pendant la mousson vers le delta vietnamien. Le Mékong est bien plus qu'un simple et unique axe hydrologique. Le fleuve, les rivières affluentes, les plaines d'inondation, les lacs naturels peu profonds, les marais, les tourbières et les forêts inondées sont autant de milieux connectés et complémentaires, permettant d'abriter et de nourrir plus de 500 espèces de poissons et autres animaux aquatiques. Et ce chiffre de biodiversité est probablement largement en dessous des réalités, car chaque inventaire révèle à la communauté scientifique de nouvelles espèces que jusqu'alors seuls les locaux connaissaient. Entre ces divers milieux aquatiques connectés, les poissons blancs, plus sensibles, et les poissons noirs, adaptables aux conditions plus délicates,
migrent saisonnièrement en fonction du niveau de l'eau et des cycles lunaires. Mais au Laos, le Mékong est aussi une frontière. Sur environ 800 km, il est partagé avec le voisin thaïlandais, en pleine expansion économique, générant des besoins en électricité et la capacité à financer et à réaliser des grands ouvrages. Des barrages comme celui de Xayaburi débuté en 2011 au sud de Luang Prabang et peut-être même des détournements des eaux vers la Thaïlande. Au nord du Laos, les vallées escarpées, vertes de forêts pour partie primaire, sont parsemées de falaises calcaires et de hauts sommets culminant à 2820 mètres avec le Phu Bia, proche de la capitale. Ces vallées enserrent des plaines rizicoles autour de villages traditionnels de paysans, cultivateurs et éleveurs de volailles et de quelques bœufs et buffles d'eau. Allongée le long du fleuve, au cœur géographique du pays, Vientiane est une ville aérée, calme et douce, capitale d'un pays encore à son image. À l'ouest de Takek, presque à mi-chemin entre Vientiane et la frontière cambodgienne, se trouve le projet Nam Ton 2 Power Company, l'un des plus importants et le plus emblématique barrage d'Asie du Sud-Est. Sur le bassin versant de la rivière Nam Ton, un vaste plateau de forêt primaire a été inondé par la mise en eau du barrage en 2009. L'usine enfoncée dans la vallée de la Xabanphai, rivière réceptrice des eaux rejetées, turbine pour la Thaïlande à 95% et seulement 5% de sa production est destinée au Laos lui-même. C'est vraiment un endroit spécial au niveau hydraulique, au niveau de la production hydraulique, qui a été détecté il y a très très longtemps. En fait, en 1921, on a les premières traces d'un intérêt de production hydraulique sur ce site. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a un grand plateau, immense plateau, qu'on peut fermer facilement, qu'on peut inonder facilement, avec un grand réservoir, en positionnant des machines relativement proches du stockage. Ce qui fait que les travaux sont relativement modestes, relativement faibles. On a un petit barrage. On a un barrage qui fait 400 mètres de long et 45 mètres de haut, ce qui est très modeste pour un stockage qui est relativement important, qui est 4 milliards de mètres cubes, qui est 4 fois plus grand que le lac, le plus grand lac qu'on a en France, le plus grand lac industriel en France, qui est Serre-Ponçon. Donc ici, l'intérêt c'est ça, c'est d'être vraiment proche, et la centrale elle est à moins de 2 km du lac. Donc ça veut dire très très peu de travaux souterrains. Au final, le coût est relativement faible de construction pour 350 mètres de chute, et une puissance installée de supérieure à 1000 MW. Donc c'est vraiment un projet particulier. Et alors qui a initié le lancement du projet quoi? C'est le gouvernement là-haut? Ça c'était à l'époque des colonies, hein, les premières détections. Et ensuite EDF avait repris ce projet à son compte, avait gardé ça dans les cartons. Hein. Et du fait des relations du gouvernement là-haut et du gouvernement français, en fait, dans les années 90, Jacques Chirac, qui était président à l'époque, a réellement porté le projet. Il tenait vraiment à faire quelque chose pour aider le gouvernement là-haut. Donc en fait, ce projet a redémarré, disons, dans les années 90. Et les premiers relevés ont été faits en 93. Et ensuite, bon, il y a eu la crise en Asie qui a un peu temporisé. Et au final, le projet a vraiment vu le jour en fin des années 2000. Et bon, comme tout projet, bon, là c'est un projet
hydraulique mais aussi commercial, et donc il a fallu commencer par un projet, par un contrat commercial. Donc ça a été aussi les premières choses qui ont été démarrées dans les années 2000. Construire un contrat commercial avec le client. Donc à partir du moment où on a eu vraiment un client, voire même 2 clients, auquel le projet était viable, et le projet a réellement démarré. Il a été porté à la fois par le gouvernement là-haut, par le gouvernement français, puis par les banques aussi. C'est les banques qui ont aussi permis que ce projet voie le jour. Et le gouvernement thaïlandais? En fait, la Thaïlande est demandeur parce qu'ils ont besoin d'énergie, et parce que la puissance hydraulique qu'on peut installer au Laos est très importante. Elle est de 22 000 MW. 22 000 MW de puissance hydraulique potentielle au Laos, quand la pointe en Thaïlande est de 28 000, donc c'est énorme. C'est donc en 1990 que Jacques Chirac lance EDF sur le projet le plus éthique et le plus suivi scientifiquement que l'hydroélectricité n'ait jamais mis en place. La Banque mondiale et quelques autres banques internationales dédiées au développement approuvent et participent au financement. Là, c'est la salle des machines de la centrale de Namton. Donc l'idée, c'est qu'on a des gens en permanence dans la salle de commande qui sont en relation avec le client et qui démarrent et arrêtent les machines en fonction des besoins d'énergie. Donc ici, on a 4 machines qui sont connectées sur le réseau thaïlandais et 2 machines côté Laos. Et comment se fait la procédure de demande justement de... La demande en fait se fait contractuellement par des déclarations, à l'origine qui sont mensuelles, qui deviennent hebdomadaires puis journalières. Donc au pas journalier, on reçoit les demandes le jour précédent, à 5 ou 6 heures, et en fonction des besoins du réseau, eh bien, le client fait ses demandes et nous envoie de façon informatique les besoins énergétiques du jour suivant. Donc on peut dire que la production est pratiquement en simultané par rapport à la demande. Ça, c'est la règle de base. L'électricité ne se stocke pas, on ne peut que stocker le consommable. Le consommable ici, c'est l'eau. Donc on stocke de l'eau dans le réservoir et on est capable, en fonction de l'eau qu'on a stockée, de produire de l'énergie, plus ou moins d'énergie, en fonction des besoins des clients et en fonction de la consommation sur le réseau. Le courant alternatif ne se stocke pas. On peut stocker un peu d'énergie dans des batteries, mais ce n'est pas à l'échelle du besoin des réseaux. Mais dans la demande, il peut y avoir des variations très brusques du jour au lendemain? Donc la demande est très variable. Elle est très variable en fonction, essentiellement en fonction du temps, en fonction de la température. En tout cas ici en Asie, en fonction de la chaleur, parce que en fait, l'énergie est essentiellement au niveau domestique consommée pour les clims. Donc les clims à Bangkok pour le réseau thaïlandais. Et donc on a des pics. Donc l'idée d'une centrale hydraulique, c'est vraiment d'ajuster l'énergie en fonction de la demande. Les centrales hydrauliques sont très flexibles. On peut démarrer et arrêter une machine en très peu de temps. Ici, en 15 minutes, on est capable de fournir 1000 MW. Quand la pointe sur le réseau thaïlandais, par exemple, est de 28 000 MW. Donc on a un apport important. Le taux d'efficacité de la production d'énergie hydroélectrique est de 98%, ce qui fait de l'hydroélectricité la source d'énergie générant le moins de pertes. Et au niveau laotien, la demande est plus faible? Donc, au niveau laotien, c'est le même principe. Hein. Tous les réseaux du monde sont identiques. La pointe en Thaïlande est d'environ 28 000 MW, alors qu'au Laos, elle est de 500 MW. Donc la demande est vraiment plus faible. C'est pour ça qu'ici, d'ailleurs, les 2 machines qui sont dédiées au réseau Lao sont beaucoup plus faibles en puissance que les machines thaïlandaises. Démonstration technique, accompagnement socio-économique à long terme des populations déplacées, la vitrine est belle et réussie, malgré une légère et incontournable érosion de la diversité biologique due à la modification des milieux, de leurs espaces respectifs et des communications entre eux. Barrages infranchissables, forêts inondées plus larges, écoulements réduits en bassins semi-fermés et détournement d'eau de la rivière Namtum à une autre rivière. Avant le rejet, la qualité de ces eaux doit être restaurée. Un canal d'aération a été installé pour réoxygéner et déméthaniser ces eaux rejetées. Cet aménagement est particulièrement utile en milieu tropical humide, où la quantité de matière organique est très grande et où celles-ci sont dégradées à température élevée
ce qui contribue à une plus grande diminution de l'oxygénation des eaux. Le projet Nampton 2 se veut exemplaire, éthique et scientifique. Donc là, on a à peu près 1,50 m. De nouvelles stations météo permettent d'ajuster le remplissage du réservoir pour répondre au mieux à la demande en électricité. Est-ce que les mesures de débit, est-ce que la hauteur d'eau, le volume de ces rivières en amont peut jouer ou pas du tout sur la production de la centrale? Oui, elle joue parce que justement c'est en fonction du stock sur le réservoir, donc qui dépend des pluies qui vont arriver dans le réservoir. On va pouvoir produire ou non de l'électricité. Donc ça permet d'anticiper la production, Ouais, voilà. la capacité de production en tous les cas, suivant... Si on a des saisons sèches, avec peu d'eau, évidemment on va pouvoir moins produire d'électricité, et donc ça va avoir des conséquences. Et à l'inverse, si on a des saisons avec beaucoup d'eau, on va pouvoir turbiner à plein régime en plus longtemps. Et est-ce qu'on peut imaginer qu'une saison très sèche ou une succession d'années sèches peut empêcher la production peut la limiter, que l'on veut faire par rapport à la demande ouais. Et c'est déjà arrivé qu'il y ait eu des années insuffisantes au niveau... Cette année était une saison plutôt sèche, mais on a pu arriver à la production finale. Mais il ne faudrait pas que ça se reproduise. Ah, yes. Qu'est-ce que ça mesure ça alors? Alors là, c'est pour mesurer le débit, une mesure de débit. Donc un Doppler qui est monté sur le bateau téléguidé. Et donc là, on reçoit directement les informations sur l'ordinateur. Et le débit est calculé en temps réel. Eli va aller d'un côté à l'autre de la rivière pour faire la cross-section, le profil en travers. Et donc le Doppler il va mesurer la profondeur et des vitesses sur différentes hauteurs. Une fois qu'il va arriver au bout, il va intégrer toutes ces données et puis ça va nous donner une estimation du débit. Des campagnes sur le terrain, d'échantillonnage, d'analyse et de contrôle de la qualité de l'eau sont régulièrement programmées et les résultats en sont publiés. 30 points de prélèvement, dont 9 dans le réservoir, sont suivis. La suivi de la qualité de l'eau a commencé même depuis avant la mise en eau en 2008. En fait, on a trois grandes rivières qui rejoignent le réservoir. Pour le projet Nampton 2, on a plus d'une trentaine de sites de prélèvement. Il y en a 9 dans le réservoir et le reste c'est dans la partie amont et aval du réservoir. Et l'objectif de la suivi, premièrement, c'est d'étudier sur le dynamique du réservoir et ensuite c'est pour avoir des informations sur la qualité en amont et en aval. Les paramètres qui vont être étudiés, ce sont des physico-chimiques, donc par exemple la température, conductivité, pH, oxygène dissous, turbidité. Et ça, c'est des paramètres qu'on mesure sur site. Et après, on va prendre des échantillons pour faire des analyses au labo, comme par exemple la quantité de carbone, les nutriments, par exemple sulfate, calcium, magnésium, nitrate. On fait aussi l'analyse pour les métaux lourds et les gaz à effet de serre. Pour les points dans le réservoir, on va faire la mesure du profil tout au long de la colonne d'eau.
Ce qu'il a fait, c'est on prend les échantillons pour les gaz à effet de serre. Ça, c'est la sonde qu'on utilise pour mesurer les paramètres. Non, là ça affiche la température, Ouais. l'oxygène aussi. La température, c'est à peu près 23 degrés. La conductivité, c'est à peu près 23 microsiemens par centimètre. L'oxygène dissous, c'est 7,9 mg par litre et le pH, c'est 7,27. Ces analyses et suivis ont mis en évidence le renversement annuel de la colonne d'eau, ce qui permet sa réoxygénation. Donc la construction du projet a permis également quelque chose d'assez important dans une région telle que Nakai, ça a été le déminage. En effet, ça a été une zone qui avait été bombardée, où il restait beaucoup de mines également antipersonnelles suite à la dernière guerre du Vietnam. On fait partie de la piste d'Ho Chi Minh. Et le fait de construire le barrage a permis donc de déminer toute une zone sur le plateau de Nakai et également en aval dans les zones de construction. Et aujourd'hui, donc, toute cette zone est vraiment sécurisée de ce point de vue-là? Les zones sont sécurisées dans les villages des personnes qui ont été déplacées, dans tout ce qui est revenu et développement des populations. On fait que, par exemple, il y a un meilleur résultat par rapport à l'éducation. Ici, 90% des enfants de Nakai maintenant vont à l'école contre 31% en 2006 avant le projet. Et après, tout ce qui va être par rapport à la place de la femme dans la société. Et par exemple, après le déplacement, 57% des femmes qui vont utiliser la contraception par rapport à 43% d'avant. Donc ça veut dire que la place de la femme s'est améliorée dans la société. Les femmes sont effectivement très présentes dans l'économie locale, dans l'artisanat, mais aussi autour des pêches, activité essentielle et centrale dans les villages. Sur le lac de retenue, les arbres morts dépassent, car il a été décidé de ne pas les couper, pour faire de cette forêt inondée une zone d'abri et de reproduction pour les poissons. Les pêches y sont peut-être moins diversifiées, mais toujours productives et très actives. Chaque matin, les pêcheurs négocient avec les marailleurs.
Dans le sillage de Nampton 2, une entreprise thaïlandaise construit le premier barrage laotien sur le cours même du Mékong. Ce chantier a débuté fin 2012 et la centrale sera mise en service en 2020. Mais à Xayaburi et dans les autres projets de barrages au fil de l'eau du Mékong lui-même, plus bas ou plus haut et sur ses affluents, les exigences de transparence et d'exemplarité ne sont pas à la même hauteur. Au-delà de l'éthique bancaire du développement, le monde citoyen ne doit-il pas veiller, interroger? Quelques petits poissons, planctons, insectes aquatiques, plus discrets que les pandas, les ours polaires ou les dauphins, pour certains encore non recensés, disparaîtront sans laisser de traces ni d'émotion. Et les tensions entre les pays du bassin, avec les pays amont, Thaïlande et Laos d'une part, et les pays aval, Vietnam et Cambodge d'autre part, risquent aussi de monter d'un cran. Et autre paradoxe, beaucoup de villages, même parmi les plus proches des barrages, se contenteront de quelques panneaux solaires, l'électricité produite étant destinée en priorité aux villes et aux sites industriels. Au sud du Laos, à l'extrême limite de la frontière cambodgienne, le Mékong compose une sorte de delta intérieur, avec un véritable dédale de bras séparés par le socle rocheux très ancien. Nous sommes au Siphandon, littéralement les 4000 îles, petits îlots et grandes terres aux géométries variables selon le niveau de l'eau. Au cœur des 4000 îles, l'espace morcelé des îlots est hors du temps, uniquement soumis à la douceur des lumières d'un rythme solaire, d'un paysage de verdure et d'eau courante, zigzagante, chaloupée, et aux sorties, le fracas des chutes se faufilant entre les roches abruptes. Ces chutes marquent une rupture entre la zone amont du Mékong et les plaines peu inclinées du Cambodge avant le delta vietnamien. La frontière lao-cambodgienne est aussi une frontière hydrobiologique infranchissable, délimitant une zone amont avec ses propres espèces et une zone aval avec les siennes. La pêche dans cette zone est bien sûr omniprésente, condition et prétexte essentiel de la vie quotidienne. Des pêches calmes en amont ou en aval des chutes et des pêches extrêmes dans les chutes elles-mêmes, particulièrement spectaculaires, productives, mais aussi très dangereuses dans les débits fracassants de la mousson. En aval des chutes les plus modestes, de grandes nasses sont alignées sur toute la largeur du bras du fleuve pour capturer les poissons lors de leurs avalaisons saisonnières. Mais la pêche directe, sportive et active reste une tradition bien vivante, quotidienne et efficace. De solides cordes sont ainsi attachées fermement sur chaque rive dans les rapides pour permettre aux audacieux pêcheurs de rejoindre la berge avec leurs filets et leur prise du jour.
En dessous de ces chutes se trouvent les extraordinaires dauphins, dits de l'Irrawaddy, le fleuve voisin birman, et plus précisément nommé Orcella brevirostris version Mekong. Si loin de l'océan, dans les eaux douces du fleuve mer, ces dauphins sont les vestiges d'un temps où la nature surprenait. Aujourd'hui encore, peut-être sont-ils les réincarnations de quelques privilégiés, mais de plus en plus rares. Il reste encore quelques groupes épars, représentant emblématiques d'un monde aquatique qui n'a pas attendu les barrages pour voir sa biodiversité s'éroder. Et cette espèce emblématique est de plus en plus menacée. 3 ou 4 survivants par-ci, quelques dizaines plus bas, leur sauvegarde est bien loin d'être garantie. Sur la terre et sous les eaux, les temps de quiétude sont sans doute comptés. Le sablier est renversé depuis longtemps déjà, mais le passage du temps s'accélère. Comment gérer le petit paradis, sachant que le succès n'aime pas la discrétion, surtout lorsqu'il se veut commercial? Le développement est une possibilité parmi d'autres, avait jadis écrit le géographe Jean Gallet à propos du delta intérieur du Niger. Mais dans le contexte actuel, là-bas comme ici, tout semble être fait comme si c'était la seule orientation plausible. Paisiblement, le Laos se transforme, avec peu d'opposition devant les faits en cours d'accomplissement. Fleuve hachuré, berges bétonnées. Comme en Occident au siècle précédent, le développement s'accompagne de pertes en biodiversité compensées par un plus grand pouvoir d'achat. Au-delà de nos revendications moralisatrices sur l'évolution des pays émergents, doit-on se résoudre à ce que l'équilibre passe forcément par la bordure du précipice, avec ses pertes pour grande partie non évaluées et ignorées, mais aussi avec le risque de conflits entre pays riverains. En résultat brut intermédiaire, la commission du Mékong, uniquement consultative, est de moins en moins consultée et ses avis sont encore moins suivis. Sa crédibilité est désormais affaiblie. À Krasie, le Mékong cambodgien s'écoule sur une grande largeur et à pente réduite. Le socle rocheux du sud du Laos a laissé place aux bancs de sable, s'étalant grassement en formant de vastes îles. Il y a de la vie ici. Grolier écrit « Au Cambodge, comme dans la plupart des pays du monde, c'est le long des fleuves que la population est la plus dense et la vie la plus pittoresque. Ces affluents portent des maisons flottantes et autour d'elles, la pêche et l'aquaculture y sont très actives.
Autour de ces villages sur pilotis, la large plaine accueille des champs de maïs, des rizières et des troupeaux. Celle-ci est inondée chaque année par la mousson et le fleuve en sera alors élargi de plusieurs kilomètres. Grolier toujours. Le fleuve descend dans le ciel. Il en est rempli. Par endroits, l'eau s'aplatit, se fige, paraît glaciale. Au-delà, le courant s'arrête d'un coup de rein sur une barre, rebrousse chemin un instant, dans un tourbillon de vagues courtes que le vent émousse, relève ou couche. Et ce n'est que lorsque l'on voit ces vagues par transparence qu'on s'aperçoit que ce fleuve de nacre et d'acier roule une eau fangeuse pleine d'ocre et de lit de vin. Le Cambodge est ainsi un pays soit flottant, soit sur pilotis, le long des 500 km du Mékong cambodgien et de l'extraordinaire Tonlé Sap. Ainsi, chaque année, comme l'écrit Grolier, sur la route immense du Mékong qui s'étale à sa rencontre, la mousson glisse, ininterrompue, depuis les confins de l'océan Indien, par bourrasques rythmées, telle une respiration sereine et prodigieuse. La crue atteint son plus haut niveau, plus de berges. Le fleuve a escaladé les 5 mètres, d'où le dominé, le bas pays. Il s'étale jusqu'à tous les horizons, jusqu'au plancher des cases. Les bananiers n'ont plus de tronc, les arbres flottent. On circule en pirogue entre des maisons où les poules, les chiens et les serpents, ne trouvant plus assez de terre où se poser, se réfugient avec les habitants. Tonlé Sap, ce grand lac est le véritable cœur du Cambodge, rempli par le Mékong et partiellement vidangé vers lui une fois par an. Ici, plus que tout ailleurs sur la planète, l'homme c'est le poisson. Poisson d'eau douce bien sûr, dont l'importance est à revaloriser. La formation de cette cuvette géologique est liée à la percussion du sous-continent indien avec l'Asie il y a 70 millions d'années. Mais sa délimitation actuelle est bien plus récente, âgée seulement de 7 à 8 000 ans, et liée à des phénomènes de sédimentation. Le Tonlé Sap ressemble encore aujourd'hui à celui découvert par Mouo en 1858. Il écrivait alors « L'entrée du grand lac du Cambodge est belle et grandiose. Elle ressemble à un vaste détroit. La rive est basse, couverte d'une épaisse forêt à demi submergée. Il me fallut 3 grandes journées de navigation pour traverser dans son diamètre la petite Méditerranée du Cambodge, vaste réservoir d'eau douce. » Méditerranée ou océan cambodgien, immensité couleur sédiment, tel le grand lac des Beaux Maliens, de couleur plus rosée. Ici, il n'y a pas le rocher d'Aéré Soroba au milieu, mais le Tonlé Sap est bordé par le grand massif des Cardamomes au sud-ouest, et surtout, il intègre de vastes forêts inondées tout autour. Par la pulsation annuelle de la crue chinoise et laotienne, la superficie du lac est multipliée par 6 en saison des hautes eaux, passant de moins de 3000 km² à plus de 16 000 km², atteignant 8% de la superficie du pays. Son niveau d'eau est alors rehaussé de 7 à 8 mètres, mais sa profondeur maximale dépasse à peine 10 mètres. Grolier encore. Ainsi, chaque année, avec une rapidité dont on ne se fait pas une idée, le paysage fluvial se recrée entre 2 bouleversements. D'abord la montée des eaux que nous vîmes courir entre les pilotis de ces cases qui dominent aujourd'hui le fleuve de 8 mètres. Il recouvrait alors la région à perte de vue. Le Tonlé Sap se remplit avec 20 à 25% de la crue du Mékong et son volume se multiplie alors par 70. Il retient puis rend ses eaux avec des milliers de poissons en plus, endémiques du Grand Lac pour certains. À partir du 1er novembre, le Mékong baisse de niveau. C'est la saison sèche déjà. Voilà. Donc l'eau du Grand Lac du Tonlé Sap revient vers le Mékong. C'est l'inversion des eaux. L'inversion des eaux. Donc le Grand Lac se vide petit à petit jusqu'à fin avril, début mai. D'où cette double régime hydrologique du lac de Tonlé Sap qui est assez exceptionnel. Tout le monde a le droit de pêcher. Il n'y a pas de permis de pêche, il n'y a rien de pêche. Sauf ce qu'on appelle les lots de pêche où
ont mis à la vente des lots tous les 2 ans, et ainsi de suite. Tous les 20 minutes, le filet ramène entre 500 kg et 1 tonne de poisson. Et ils sont tous les jours? Tous les jours, 24 heures sur 24. À la sortie du lac vers le Mékong, des lots de pêche obtenus par concession temporaire, essentiellement tenus par des Vietnamiens et des Chams, capturent des millions de poissons chaque jour pendant la décrue, entre octobre et février. Dans les villages flottants, adaptés au marnage spectaculaire, chacun a son bateau, dorénavant à moteur bien sûr et surtout très bruyant. Au-delà et au-dessus de la pollution par les déchets non recyclables, y règne la pollution sonore, effaçant l'image de quiétude d'un lac lui-même paisible et nourricier. Les bruits s'estompent néanmoins à la nuit tombée. À Kampong Chnang, une usine d'eau potable pompant l'eau dans le lac a été installée. Résine, échangeuse, charbon actif pour débarrasser toutes les odeurs. Dernière filtration, UV, eau potable. Et ça produit combien alors cette station? 100 litres de mètre cube par jour. Et donc ça permet à tout le village d'avoir ça? Voilà, livraison. Tac, tu sors le tuyau, tu remplis ce bidon-là de 25 litres. D'accord. Un bidon de 25 litres, nous on le vend parce qu'il faut l'entretenir un petit comme ça. 700 riels. C'est rien, 700 riels, le bidon de 20 litres. Que sur le commerce, un bidon d'eau, c'est 3000 riels. Ouais, ouais. Et nous, on a les bulletins d'analyse tous les mois. Cette station de production d'eau potable est alimentée par des générateurs qui seront bientôt remplacés par des panneaux solaires. Car les villages flottants du Tonlé Sap ne profitent pas de l'électricité générée sur le Mékong et ses affluents, car sans doute trop mobile et trop adapté aux conditions variantes du milieu naturel. Un quart de la population cambodgienne vit autour du Tonlé Sap, et pendant la principale saison de pêche, qui s'étale du 1er octobre à fin mai, 1,5 million de personnes fréquentent le lac et en sortent plus de 250 000 tonnes de poissons, avec des pointes à 5 ou 6 000 tonnes par jour. Ces poissons sont hébergés par une grande variété de milieux complémentaires et juxtaposés. Forêts inondées bien sûr, avec une véritable mangrove d'eau douce, composée d'espèces qui supportent plus de 5 mois d'inondation, mais aussi prairies, terres agricoles, zones humides. C'est aujourd'hui une des plus grandes réserves mondiales de biosphère classée par l'UNESCO. On a des suivis sur de la qualité de l'eau, sur le transport de sédiments, sur les poissons, sur les habitats des poissons dans les forêts inondées. Les scientifiques visitent régulièrement les pêcheurs de Kampong Chnang et de quelques autres sites pour évaluer les évolutions des captures. À chacune de leurs missions, ils identifient, mesurent et pèsent les poissons pris au hasard auprès de quelques pêcheurs. Et bien souvent, comme aujourd'hui, une nouvelle espèce est mise en évidence. Mais ça c'est dans une pêche comme ça au hasard ou il y a une sélection déjà de faite? Ça, différents engins de pêche. Parmi les très nombreuses espèces du lac et du fleuve, certaines sont particulièrement spectaculaires, comme les raies d'eau douce et les poissons-chats géants. Ouais. Intermédiaire. D'accord. Voilà. Le long du grand lac, du grand fleuve ou de leurs affluents, les villages sont flottants ou surélevés, et le poisson y est la base, l'essentiel, le rythme des jours et des saisons. Les pêches intensives, notamment dans les grandes pêcheries à l'exutoire du lac en direction de Phnom Penh, restent encore principalement
l'affaire des Vietnamiens et des Chams, musulmans arrivés d'Indonésie au XIIe siècle. Les Cambodgiens eux-mêmes consomment chacun plus de 60 kg de poissons par an, qui constitue une source indispensable de protéines puisées parmi les 500 espèces de poissons présentes dans les eaux douces du lac du Mékong et des rivières cambodgiennes. Chaque année au Cambodge, les pêcheurs capturent 400 000 tonnes de poissons, auxquelles s'ajoutent 60 000 tonnes de crustacés, coquillages, tortues et autres animaux aquatiques. Les 2/3 de ces pêches se font sur le Tonlé Sap. Mais de plus en plus, ces ressources sont menacées par la surpêche pratiquée avec des engins illégaux et par le non-respect de la période de reproduction. De plus, depuis quelques années, les changements hydrologiques sont notables. En 2015 et en 2016, le niveau du lac a été inférieur de 1 à 2 mètres à ses hauteurs maximales antérieures, réduisant ainsi les zones de reproduction pour les poissons. Les chercheurs tentent de comprendre les causes et mettent en avant l'influence des barrages chinois, qui certes ont l'avantage de soutenir le niveau de l'étiage, mais aussi qui abaissent le niveau de la crue annuelle. Mais ils constatent par ailleurs des décalages climatiques inhabituels et s'interrogent sur les conséquences des changements dans l'occupation des sols sur les bassins versants. Les déforestations en cours, visant à accroître les surfaces agricoles et urbaines, ont des conséquences déjà notables sur la qualité de l'eau, les sédiments et peut-être même le climat régional. Au-dessus du Grand Lac, des temples, des cités, et même des montagnes de pierres taillées, sculptées, ciselées. L'Asie s'entrecroise et se rassemble à Angkor, entre l'Inde et la Chine. Angkor est le berceau de la civilisation indo-chinoise où se mêlent et se succèdent hindouisme et bouddhisme en synthèse ou en grand écart. On peut même y ajouter l'Indonésie et l'islam, portés par les Chams vaincus par les Khmers au fait de leur puissance sur le Grand Tonlé Sap au XIVe siècle. Du XIIe au XIVe siècle, Angkor Thom fut la plus grande ville de l'ère pré-industrielle avec plus d'1 million d'habitants probablement. Cette grande civilisation, qui étendra sa zone d'influence sur l'ensemble de la péninsule indo-chinoise, a basé son développement et son équilibre sur la maîtrise de l'eau, avec la mise en place d'impressionnants réseaux de canaux d'enceinte et d'irrigation. Des historiens indiquent les signes d'une surexploitation des systèmes d'irrigation et leur envasement suite à des déforestations massives. Au XIVe siècle, la dendrochronologie atteste des périodes de sécheresse, qui pourraient elles aussi avoir contribué à la chute de la civilisation d'Angkor. Aujourd'hui, la capitale du Cambodge est en aval du Grand Lac, à la confluence de la Tonlé Sap River, exutoire du Grand Lac, et du Grand Mékong, mais aussi très proche de la défluence majeure du début du delta, avec le Tonlé Basak partant vers l'est à quelques kilomètres au sud de Phnom Penh.
À Phnom Penh, le grand fleuve connaît 2 pics de crue par an, l'un en juillet, l'autre en septembre. Et chaque année, à la pleine lune de fin octobre ou début novembre, une grande fête des eaux souligne le renversement des flux avec le début de la vidange du Tonlé Sap. Cette fête est probablement un vestige culturel de l'époque angkorienne. Dans cette capitale moderne et spacieuse flotte aussi un vague et imperceptible écho du 17 avril 1975 et des jours et années qui suivirent. Difficile d'imaginer l'évacuation brutale et totale d'une grande capitale en quelques heures, car les Khmers rouges, victorieux après 5 ans de régime totalitaire et de guerre civile, malgré l'accueil initialement favorable du peuple de la capitale, avaient décidé le retour à la terre pour tous. Tout était prévu par un noyau d'intellectuels instruits de communisme et aussi de littérature française. Tout était planifié, notamment dans les thèses d'économie de Hu Yun et de Khieu Samphan, soutenues à Paris en 1955 et 1959. Tout était prévu, planifié. Tout, sauf l'humanité des enfants, des vieillards, des femmes et des hommes du Kampuchea, une des pires défaites intellectuelles de l'humanité. Radicaux, en sens inverse de l'histoire du développement et des règles élémentaires de la morale et de la sagesse humaine, les Khmers rouges sont allés au bout d'une utopie écrite sur le ferment de l'incohérence, mais mise en avant par la duplicité et la brutalité de l'histoire cambodgienne, indo-chinoise et mondiale de la deuxième partie du XXe siècle. Le Kampuchea démocratique, dans sa quête d'indépendance-souveraineté, devait se rendre, je cite, « maître de l'eau et de la terre ». Maître des rizières et des champs, maître des forêts, maître de toute la végétation, afin d'augmenter les rendements agricoles. Car avec le riz, nous pourrons tout avoir, explique-t-il. L'acier, les usines, l'énergie, les tracteurs. Invariablement, ils répètent leurs préoccupations. Le grand problème est celui de l'eau. Inspiré par un proverbe ancien qui disait « On fait la rizière avec de l'eau, on fait la guerre avec le riz ». La ligne directrice des Khmers rouges est énoncée ainsi. Nous avons le Mekong, le Tonlé Sap, beaucoup de rivières, de sources. Mais il faut utiliser scientifiquement cette eau, en maîtrisant l'inondation, pour établir des réserves d'eau nécessaires en saison sèche. Ainsi, nous pourrons faire 3 récoltes de riz par an et assurer la parfaite indépendance, souveraineté. Pour y parvenir, les paysans doivent se libérer des caprices de la nature et du fatalisme. La technique libératrice doit leur permettre de commander la nature. Les Khmers rouges ont basé leur reconstruction d'un nouveau peuple sur la paysannerie socialisée. Afin de régulariser les ressources en eau, diguettes, barrages, canaux, étangs ont été construits de force et au plus vite pendant la saison sèche afin de profiter au mieux de la prochaine crue pour une autosuffisance alimentaire. Étonnamment, la pêche est restée au second plan des organisations, car manifestement, les frères numéro 1, 2, 3 et 4 ne connaissaient pas bien ce secteur. Les Khmers ne sont pas des pêcheurs intensifs. Ils laissent ce secteur aux Vietnamiens et aux Cham, qui eux se sont alliés aux Khmers rouges. Mais les Khmers rouges ont négligé et même lutté contre les génies des eaux et des terres, contre le bouddhisme, mais aussi l'animisme incrusté dans les campagnes qu'ils voulaient pourtant magnifier. Les paysans leur reprocheront et attribueront à cette faute majeure à leurs yeux les mauvaises récoltes de la fin des années 70. Si la fin des années 1970 a été marquée par un climat chaotique dans beaucoup de régions dans le monde, la question de l'avenir climatique au Cambodge, au Laos et sur l'ensemble du bassin du Mekong est au cœur des préoccupations actuelles. C'est difficile pour Oui, moi. donc on peut pas vraiment... Moi, je ne peux pas dire si le modèle est bon ou pas. Bon. Mais c'est clair que l'impact du changement climatique, c'est clair maintenant au Cambodge. Ouais. Parce qu'il y a certains événements qui apparaissent bizarrement. La sécheresse de 2015, l'irrégularité des pluies se superpose à la géopolitique avec les impacts des aménagements des pays en amont. Les perspectives données par les modèles climatiques indiquent une tendance globale à l'augmentation des pluies, avec surtout des périodes de pluie plus courtes et en conséquence plus intenses. En saison sèche, le niveau de l'écoulement augmenterait aussi en raison de la fonte des glaciers en amont, mais aussi de séquences ponctuelles d'orages dues à des masses d'air très humides provenant d'évaporations massives en mer de Chine.
Déjà, en 2014, des crues inédites ont provoqué de véritables inondations au cœur de la saison sèche. Doit-on craindre plus encore à l'avenir les effets d'El Niño, les phénomènes de sécheresse et les décalages de pluie? Pour ce qui est de l'acquis, l'accord de Paris négocié lors de la COP21 a été ratifié par 144 pays à ce jour, dont le Cambodge, le Laos, la Chine, le Vietnam et la Thaïlande. Sur le bassin du Mékong, seule la Birmanie se fait encore attendre. Pays émergents à croissance rapide, le Laos, la Thaïlande, le Vietnam et le Cambodge vivent des changements socio-économiques spectaculaires. Exode rural, industrie, énergie, tourisme, agriculture, aquaculture, démographie, éducation, politique, rapports avec les pays voisins sont autant de secteurs en évolution rapide. Les choix et les critères de choix régissant ces évolutions sont discutables, mais dans un contexte peu démocratique, ils sont peu discutés. Aujourd'hui, et plus que jamais, le Mékong et le Tonlé Sap sont au cœur de ces enjeux, comme ils furent jadis les axes des découvertes de la région par les Européens.